Il y a des yeux partout, dans les rues, dans les couloirs des métros, aux angles des grands boulevards, des grands bâtiments, des écoles, dans les aéroports. Partout on vous regarde et vous ne le savez pas. Des yeux qui vous regardent ? Bien sûr que oui, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. C'est pour votre sécurité, vous protéger, vous rassurer. L'habitude s'installe, mais elle est nécessaire. Il faut débusquer les attitudes douteuses, les voleurs ou les tueurs. C'est si naturel que vous en avez oublié leur existence. Caméra, carte bancaire, identité numérique, sommes-nous donc prêts à vivre sous haute surveillance ? Lorsque j'ai commencé mon métier de journaliste il y a 36 ans, j'écrivais mes articles sur une machine à écrire. Les téléphones portables n'existaient pas. Les caméras fonctionnaient avec des cassettes à bande, comme celle-ci, et les rares antennes relais qui existent encore sur les sommets de nos villages ne servaient qu'à diffuser les ondes des stations radio et les chaînes de télévision. L'analogique a presque complètement disparu. C'est le numérique qui l'a remplacé. Et le numérique, c'est ça. Nous sommes passés de la bande magnétique aux composants électroniques. Qu'est-ce que le numérique permet ce que l'analogique interdisait ? Quelle est donc la différence fondamentale entre ces deux procédés ? J'ai posé ces questions à un scientifique de renom. Philippe Bobola, que l'on voit sur cette image, est docteur en physique, docteur en chimie, anthropologue et psychanalyste. Le problème de l'information, c'est le passage d'une information physique à un support. Alors ça peut être capté par un appareil de mesure ou un appareil de communication. Et donc dans l'analogique, on espère que le passage de la grandeur physique à un équivalent analogique, l'analogie, on voit bien ce que ça veut dire en français, ne perturbe pas trop ce passage, parce que toute transformation d'une grandeur physique à une autre grandeur, avec un support, entraîne effectivement des modifications. Alors par exemple, le thermomètre qui permet de mesurer la température de notre corps, c'est une mesure analogique. Le numérique, c'est transformer le passage de cette grandeur physique en chiffres. Et donc c'est un codage numérique. L'image analogique ou l'information analogique ne permet pas la manipulation qu'on peut faire avec un message ou une information numérique. C'est plus facile de truquer une information numérique puisque c'est un codage. Le numérique, cette invention qui bouleverse le monde chaque jour un peu plus, a permis sans que l'on s'en rende réellement compte, et c'est là une prouesse, une transformation de notre comportement. Pendant qu'on distrayait la société en l'inondant de jeux vidéo, on en profitait en même temps pour la rendre dépendante d'une technologie nouvelle, déclarant cette dernière nécessaire à l'homme. C'est ce que certains appellent l'ingénierie sociale. Qu'est-ce que c'est au juste ? Pour le savoir, j'ai pris rendez-vous quelque part à Paris avec un des spécialistes de la question. Il s'appelle Lucien Cerise. Diplômé de philosophie, auteur de nombreux ouvrages, Lucien Cerise s'est longuement intéressé au phénomène de séduction des populations. C'est-à-dire en fait le fait qu'on va parler en fait à vous, qu'on va essayer de vous plaire en fait. Et c'est que donc c'est une mode, c'est le principe de l'hameçonnage en ingénierie sociale. En fait, on vous fait avancer avec une carotte, quoi, et non plus avec un bâton. Vous voyez, il y a les deux manières, la carotte et le bâton. Et ce que Bernard de Mandeville, donc l'écrivain de la fable des abeilles, invente au XVIIIe siècle avec sa fameuse maxime qui résume tout. Donc les vices privés font les vertus publiques. En fait, c'est une combinaison. Il y a quand même, je dirais, le prétexte des vertus publiques, mais en réalité, on va stimuler les vices privés. Avec l'idée qu'il va y avoir la main invisible qui va transformer les vices privés en vertus publiques. On ne sait pas trop comment, parce que le but de contrôler les gens par la séduction, par l'excitation nerveuse en quelque sorte, c'est-à-dire les smartphones et TikTok et toutes ces saloperies, le but c'est de vous rendre plus bête que vous n'étiez. Et chaque jour, vous devez devenir de plus en plus idiot et réagir de manière effectivement toujours plus instinctive ou pulsionnelle, quoi.
Agir de manière toujours plus instinctive ou pulsionnelle. Il y a quelques années, à la faveur de la réalisation d'un clip vidéo pour une interprète, j'ai véritablement ouvert les yeux sur le monde qui m'entourait. Je parle de l'environnement visuel qui est le nôtre au quotidien. L'avais-je bien regardé ? Et l'on s'envoie des solidaires entre deux pouces, des j'adore ou des j'aime. Et on s'invente des écritures, des émoticônes aux gestes d'injure. On s'apprivoise à longue distance pour s'étaler en discordance devant la vitre de l'écran. L'avais-je bien regardé ? La réponse est non. En fait, il est étrange ce monde. Il ne cesse de me parler d'accueil de l'autre, d'amour, d'échange et de communication avec mon semblable, mais il a les yeux fixés sur un écran. Ordinateur portable, téléphone portable, les écrans ont bel et bien envahi notre quotidien. Combien il est stupéfiant de voir des individus vivant côte à côte, les yeux fixés sur un écran. Comment en sommes-nous arrivés là et quelles conséquences pour la société de demain ? Pour obtenir plus de réponses à mes questions, je décide de traverser la France pour me rendre à Marseille. J'ai décidé de prendre rendez-vous avec Louis Fouché. Si j'ai souhaité voir cette personnalité dont on a beaucoup parlé ces 3 dernières années, ce n'est pas pour sa spécialité d'anesthésiste réanimateur, mais pour la réflexion très pointue et très aboutie qui est la sienne. Et Louis Fouché a aussi étudié la philosophie et l'histoire antique. Je pense qu'on est dans un moment totalitaire, ça fait quelques années que je le dis et je ne suis pas le seul, qu'on est dans un déferlement totalitaire, c'est-à-dire vague après vague, les systèmes numériques et toutes les technologies de l'information et de l'interconnexion se sont mises au service des pouvoirs économiques et des pouvoirs politiques pour réussir à envahir l'ensemble de votre existence. Aujourd'hui, pour payer, votre réflexe, et pour la plupart des gens, va être de sortir leur téléphone portable, même plus que leur carte bleue. Bientôt, ce sera la puce qu'ils auront sous la peau. Et ça, c'est exactement la donnée d'un système totalitaire. C'est qu'il rentre en vous, il prend la totalité de vos espaces d'interaction avec le monde. Pour prendre la totalité de cet espace d'interaction avec le monde, il faut imposer au monde un outil qui lui est commun, aux fins de créer une dépendance commune. Il devient alors facile non seulement de manipuler la masse, mais de modifier en profondeur son comportement. En fait, alors il y a 2 choses. Il y a effectivement des phénomènes donc, de désir mimétique. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, une jeune fille accro à son compte Instagram, parce que en fait, elle existe. Plus que ça, en fait, tombe en dépression si vous lui retirez son smartphone. Et donc, bon, là, et là, ça joue entièrement sur justement le désir mimétique, parce que bon, elle veut avoir une cour de garçons, etc. Et puis elle veut rivaliser avec les autres filles, être la plus belle, etc. Vous ne pouvez plus interagir avec le monde autrement qu'en passant par cette interface-là. Donc aujourd'hui, si vous voulez avoir accès à de la donnée et connaître quelque chose, la plupart des gens consultent Wikipédia. Si vous voulez payer quelque chose, vous allez sur Internet, dans le grand magasin universel d'Alibaba ou de Amazon, et vous allez trouver tout ce que vous voulez, qui vous sera livré instantanément dans les quelques heures qui suivent, ou le lendemain. Ça, c'est la caractéristique d'un système totalitaire. Il isole les gens, il ne leur permet plus de faire société, et il vient se mettre à l'interface partout. Donc là, il y a ce mécanisme-là. Mais ensuite, il y a aussi quelque chose qui ne dépend de personne en particulier et qui avance de manière décentralisée. C'est tout simplement l'innovation technologique. Cette dérive totalitaire à laquelle font référence le docteur Fouché et Lucien Cerise a pris tout récemment une tournure tout à fait particulière, du jamais vu dans l'histoire de l'humanité.
l'enfermement volontaire est accepté de la plus grande partie de la population mondiale. Une pseudo-pandémie est passée par là. Dès lors, au cours de cet enfermement, le seul outil devenu soudainement vital pour le monde, pour sortir de cet enfermement, pour communiquer avec l'extérieur, devenait le numérique. L'avancée technologique a entraîné la société tout entière dans une quasi-dépendance. Elle est prise de vitesse. Et c'est la caractéristique de la disruption qui est le logiciel de toutes nos écoles de commerce, écoles d'ingénieurs et écoles d'administration. C'est aujourd'hui, il faut aller plus vite que ce qu'est capable de métaboliser le groupe social ou l'individu. Le téléphone numérique smartphone tel qu'on le connaît aujourd'hui est arrivé il y a moins de 15 ans, une quinzaine d'années. Et c'est beaucoup trop rapide pour que les structures familiales, les structures sociales, les structures politiques aient trouvé comment l'administrer, comment le mettre au juste endroit, au juste moment. Chaque arrivée d'un nouvel outil, qu'il soit le feu, qu'il soit la caverne, qu'il soit la roue, se dote de bien, de mal. Et le groupe est obligé d'administrer. Le feu peut servir à brûler mon voisin. Ou alors on décide collectivement que non, il y a un gardien du feu, on va utiliser le feu pour chasser les bêtes, pour faire cuire. Mais évidemment, il y a un risque d'incendie dans la caverne. Donc des règles du jeu vont être mises autour du système technique qui est mis en place. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles du jeu. Elles sont sans cesse transgressées. Et donc le système technique prend le pouvoir, prend de vitesse les régulations. C'est Heidegger qui avait dit qu'une époque, c'est un moment où un système technique et un système socio-culturel sont accordés, au sens musical, c'est-à-dire vibrent sur la même tonalité. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans une époque sans époque, c'est-à-dire il n'y a jamais d'accordage entre le système technique et le système socio-culturel. Le système technique, donc les téléphones numériques, etc., passent leur temps à aller plus vite que la musique, à aller plus vite que ce qu'on est capable de les métaboliser. Et c'est voulu selon vous ? Oui, bien sûr, ça fait partie d'un logiciel de prise de contrôle. Parce qu'à partir du moment où vous allez plus vite que les régulations qui sont en place, vous explosez le groupe social et ses enjeux de pouvoir habituels. Et donc, le tenant de la technique, l'ingénieur ou le marchand, va être celui qui, in fine, sera en charge de régulation. Aujourd'hui, c'est pas vous qui vous décidez si votre enfant, votre fille ou votre garçon a un téléphone portable dans la poche et à quel âge. Vous décidez rien de ça. Vous le subissez. C'est même pas l'école qui le décide. Aujourd'hui, il y a des tablettes numériques à partir de la 6e dans la plupart des collèges. Personne n'a décidé ça, en fait. C'est effectivement les marchands qui réussissent à investir le champ éducatif, le champ relationnel, en outrepassant, en allant plus vite que toutes les régulations qu'on pourrait mettre en place. Et finalement, vous dites, est-ce que le monde est prêt pour ça ? Je pense qu'il n'est pas prêt du tout, qu'on est pris de vitesse, mais que par contre, pris de vitesse, on va réussir à nous l'imposer. Le grand soir arriva. Vraiment, à la télévision, c'était quelque chose. La télévision, tout le monde en parle. Quand la télévision a fini par s'imposer à la société en la révolutionnant, le téléphone portable, ajouté à l'ordinateur, a quant à lui fait exploser les habitudes, les gestes et les comportements. Quand la télévision a mis 50 ans à le faire, il n'aura fallu que 15 ans au téléphone portable pour imposer aux sociétés un nouveau concept. Celui de l'acceptation d'une surveillance totale. Être surveillé, regardé, écouté, géolocalisé, quoi de plus facile dans un monde où circulent déjà près de 9 milliards de smartphones. On va vous l'imposer, vous ne l'aurez pas vu venir, on vous dira voilà c'est confortable, c'est beaucoup mieux que tout ce que vous aviez avant, sans jamais vous présenter les à côté. Les enfants dans des villes-usines en Chine, les mines de Tantale et de Coltan en République démocratique du Congo, le transport international qui préside à tout ça, les fermes de serveurs un peu partout qui surchauffent la planète et la détruisent. On vous présentera jamais ce côté négatif et on vous montrera un objet qui est lisse, que vous caressez et qui réalise tous vos désirs. Finalement, c'est la lampe d'Aladin. Et c'est aussi le pacte avec le diable. Le pacte avec le diable, c'est toujours la même chose. Le diable vous dit, en 3 jours, je peux construire le pont. Vous dites, bah comment ? Ça coûte combien ? Non, rien. Quoi, rien ? C'est pas possible. Presque rien. Presque rien, c'est un tout petit quelque chose. Oui, un tout petit quelque chose, c'est ton âme. Mais c'est quoi l'âme ? Je sais pas ce que c'est, d'accord, je signe. Et vous signez avec le diable, qui vous donne des avantages et du pouvoir dans ce monde-ci, puisqu'il est le prince de ce monde, mais qui, de l'autre côté, ne vous dit pas ce qu'il vous a pris, votre âme. Le téléphone portable, la première chose qu'il vous prend,
c'est votre pognon et vos datas. Pour tester une technologie en évolution continuelle, les autorités françaises ont décidé d'un exercice presque local mais d'une évidente portée politique. Cette expérimentation, c'est ainsi qu'on l'appelle, ce sont les JO 2024, les Jeux Olympiques de Paris. Dans un clip vidéo aux allures de propagande de bien mauvais goût, on ne voit pas en effet ce que viennent faire Simone Veil, mai 68 et la Révolution française dans ce clip. On cherche à offrir du rêve dans des coulisses olympiques dont on sait qu'elles seront filmées 24 heures sur 24. Pour comprendre ce qui va derrière les belles images se passer réellement dans les coulisses des Jeux Olympiques, j'ai pris rendez-vous avec un spécialiste en informatique, un spécialiste du web. Quelque part dans la banlieue parisienne, Jim Stark me reçoit pour un échange de plus d'1 heure. Cela fait plus de 30 ans que Jim est plongé dans le monde informatique. Recherche, développement, sécurisation. Il crée aussi et développe des logiciels par le biais de sa société. Lorsque je le questionne sur les coulisses des JO de Paris, Jim Stark sourit, un sourire qui en dit long sur les intentions des autorités. Ils ont déjà commencé à en installer. D'ailleurs, ils vont mettre en place ce qu'ils ont appelé la vidéo algorithmique. La vidéosurveillance algorithmique. Ça veut dire quoi ? En fait, c'est une association de technologies, donc qui sont connues, qui sont pas forcément, alors mis à part l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle dans cette application-là, on l'utilise depuis longtemps dans la sécurité, la détection de mouvements, la détection de comportements d'individus. Pour résumer, la vidéosurveillance algorithmique, c'est je mets la vidéosurveillance, j'ajoute la reconnaissance faciale, donc la possibilité d'identifier quelqu'un, et j'ajoute la récupération en base de données d'un certain nombre d'informations sur cette personne. Donc du coup, la vidéosurveillance algorithmique, je dirais que c'est un peu l'apogée de la surveillance et du contrôle. Pour résumer, ça permet quoi ? Ça permet que si vous vous baladez aux abords des JO, une caméra est en mesure de vous capter, de vous identifier et de dire à la personne qui a besoin de ces informations qui vous êtes, quel est votre, par exemple, votre casier judiciaire éventuellement, pourquoi pas. Vu qu'on veut réunir dans l'identité numérique, on veut réunir les données de santé. Peut-être même que la personne qui filme aura vos données de santé en direct live pendant qu'il vous filme en train de marcher tranquillement en mangeant votre hot dog. En fait, la vidéosurveillance algorithmique, la réunion de cette technologie permet d'anticiper, on est dans le pré-crime. On est dans le pré-crime, c'est-à-dire qu'on est en plein Minority Report. C'est un film qui anticipe Guantanamo avant Guantanamo, en montrant des gens qui sont mis en prison alors qu'ils n'ont rien fait. En fait, on a l'impression que le scénario a été écrit par les 3 précoques du film, tellement il a réussi à lire dans le futur sur absolument tous les plans. Spielberg nous y montre un système de surveillance absolue, où les gens peuvent se faire contrôler absolument partout, même quand ils sont aux toilettes ou au lit. Mais bon, c'est pour notre bien, parce qu'on nous dit qu'il n'y a plus aucun meurtre dans ce pays fabuleux. Imagine a world without murder. Within a year, pre-crime effectively stopped murder in our nation's capital. C'est-à-dire qu'on n'essaye plus de prendre les faits, on essaye d'anticiper sur ce que va faire la personne. Je vais vous prendre un exemple concret. Si 2 caméras captent des personnes qu'on connaît comme étant militantes ou opposantes politiques, on les capte à 2 endroits de Paris différentes. Par contre, les 2 vont dans une direction. Cette direction est analysée. Cette direction est recoupée par la caméra qui elle-même a accès aux bases de données, a accès à une carte de Paris, etc. Et on sait que le point de convergence de ces personnes se situe à peu près à un endroit. Sauf qu'on ne sait pas pourquoi. Peut-être que c'est pour une manifestation. Donc on va arrêter ces personnes avant même qu'elles puissent se rencontrer, pour éviter qu'il y ait un regroupement de personnes, qu'il y ait éventuellement une manifestation, qu'il y ait, etc. Mais la population va vous dire, finalement c'est plutôt une bonne chose. S'il y a eu un acte terroriste... Alors c'est une bonne chose dans le cadre d'un acte terroriste, évidemment. Et nous-mêmes qui sommes dans la technologie, on prône le fait qu'évidemment qu'il y a des technologies qui nous aideraient quand même beaucoup à éviter certaines horreurs et certaines erreurs. Bon, sauf que, c'est ce que je disais au tout début,
qui utilise la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis d'accord avec le fait qu'on l'utilise contre le terrorisme, mais qu'est-ce qu'on fait rentrer dans le terrorisme? Parce que c'est là où après, c'est juridique. Et j'irai plus loin, c'est politique. C'est justement l'objectif de 2 dispositions prises au mois de mai et d'août 2023 par l'Europe. Ces dispositions, drapées de bons sentiments, prévoient de limiter la domination économique des grandes plateformes et la diffusion de contenus illicites. Selon Maud Marian, l'avocate que j'ai pu interviewer dans ce documentaire, ces dispositions sont la porte ouverte à une censure organisée et généralisée. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, moi je pense qu'on on est des États anciens. Notre loi de 1881, elle est là depuis suffisamment longtemps pour qu'on l'ait affinée, mise au goût du jour, etc. Est-ce que vraiment en France on a un problème de liberté d'expression? Jusque-là, tout allait très bien. Vous n'étiez pas content de ce qui était dit contre vous, vous alliez en diffamation, vous aviez un droit de réponse, enfin, le système fonctionne très bien. Est-ce que pendant les 20 dernières années, on a eu effectivement des mouvements de foule type émeute qui est mal tourné pour l'État au point que sa sécurité a été mise en danger? Non. Donc pourquoi ajouter une nouvelle réglementation au niveau européen qui n'apporte rien d'autre que, retirer des droits, en tout cas sur le papier, amoindrir le droit du citoyen, en donnant plus de droits à l'Union européenne, ce qui est quand même dangereux parce que l'Union européenne, ce ne sont pas des élus, ce ne sont pas des gens qui rendent des comptes. Ils ont une liberté d'action, on n'arrive pas à les empêcher de grignoter chaque jour sur la souveraineté, surtout juridique des États. Et puis, un État qui va mettre en place une administration, parce que c'est ça qu'il faut comprendre aussi. On avait jusque-là un pouvoir judiciaire qui réglementait tout ça, qui arbitrait. Donc, pouvoir judiciaire, ça veut dire pouvoir indépendant. Aujourd'hui, c'est le pouvoir administratif qui va réglementer, qui va sanctionner et qui va encadrer. Donc, ça veut dire que là, on n'est plus, ça n'a plus rien à voir en fait. Grosso modo, on a quand même toute une culture des droits de l'homme en Europe qui ne justifie absolument pas qu'on ajoute encore une réglementation. Et on a vu beaucoup de députés européens qui sont très attachés aux libertés, notamment d'expression, et on peut comprendre pourquoi, parce qu'ils ont besoin aussi de cette liberté, qui s'opposaient à ça en disant « mais attendez, on est en train de faire quelque chose d'extrêmement grave, en fait c'est une censure organisée ». Qui se rappelle de la loi renseignement 2015, loi passée comme une lettre à la poste et qui, au prétexte de lutter contre le terrorisme, s'octroie la possibilité d'exploiter les URL des internautes dans le viseur de l'État. Les services de renseignement peuvent recueillir en temps réel les données de connexion relatives à des personnes suspectes. Que mettons dans la catégorie suspecte? Là est toute la question. On assiste à un contrôle qui va au-delà de l'éthique, au-delà du respect des lois fondamentales, au-delà du respect de la liberté. Et ce qui est un peu déroutant, c'est que ça se passe dans le pays des libertés. Donc, le contrôle citoyen, il est effectivement en route. Est-ce que c'est vraiment leur intention? J'en suis persuadé. Tout ce qu'ils font va dans ce sens. Qu'ils le fassent pour des bonnes raisons, j'en doute. Parce que s'ils le faisaient pour des bonnes raisons, ils ne le feraient pas sur ces points-là. C'est dans la continuité logique de tout ce qui était en place depuis de nombreuses années. Et il y a un rapport sénatorial qui a été publié au moment de la crise du Covid qui montrait les opportunités offertes par le numérique et par la crise justement pour réussir à mieux réguler la population, mieux mettre en place des politiques de santé publique, permettre de contrôler la diffusion des fausses informations. Et finalement, au motif d'arriver à diminuer les fausses informations dans une ère de post-vérité, on arrive à contrôler intégralement finalement les contenus qui sont scandés dans le monde numérique. Et c'est très important parce que si vous contrôlez l'ensemble de la scansion qui est formulée dans le monde numérique, vous contrôlez le refrain collectif, l'inconscient collectif, la culture qui est mise en place. Et donc vous pouvez installer finalement toutes les idéologies que vous voulez. Ce documentaire ne pouvait se passer de la présence de la Quadrature du Net, cette association de défense et de promotion des droits et des libertés sur Internet, c'est ainsi qu'elle se définit, combat depuis plus de 15 ans la censure. Curieusement, elle a pourtant refusé de répondre à mes questions lorsque, à plusieurs reprises, j'ai sollicité son expertise. Envoi de mails, appels téléphoniques nombreux. Durant 7 mois, j'ai tenté d'obtenir une interview auprès d'un des membres de l'association
Sans résultat. Le 16 avril dernier, après 7 mois d'attente, j'ai fait une nouvelle tentative. Voilà ce qu'il m'a été répondu. Et j'ai reçu tout à l'heure un mail de votre part en m'indiquant que vous ne souhaitiez pas répondre à Nexus. Oui, c'est exact. Mais pour quelle raison ? Parce que la ligne éditoriale de ce magazine ne nous convient pas et qu'on n'a pas du tout envie d'apparaître dans ce magazine. Nous, on ne répondra pas au magazine Nexus. Donc vous avez une liste de médias qui sont complètement blacklistés par vous. Des médias qui ne sont pas compatibles avec notre ligne politique, oui. Votre ligne politique. Pas dedans. Tout comme on ne répond pas aux gens d'Atlantico, tout comme on ne répond pas aux journalistes du Point, voilà. Il faut appartenir à une ligne politique pour avoir le privilège d'obtenir des réponses à des questions posées. On prétend combattre la censure sur Internet, mais on censure un média qui la combat. Depuis des mois, Hermine Lecallec travaille sur le dossier du numérique afin de comprendre les tenants et aboutissants. Dans un article de plusieurs pages qu'elle a écrit pour le magazine Nexus, elle dresse toute une série de constats, passionnants et inquiétants. Cette jeune journaliste qui a accepté de me recevoir quelques instants afin de me livrer une partie de ses conclusions m'a demandé de conserver son anonymat. Ce n'est pas une enquête que j'ai réalisée, c'est plutôt un état des lieux, pour essayer de comprendre ces technologies. Et il y a quelque chose qui entre en jeu dans tout ça, c'est la cryptographie. La cryptographie, c'est le chiffrement d'informations et aussi la capacité, à dévier ces mêmes informations. Et dans le cadre des JO, par exemple, les JO, ça va être vraiment une expérimentation grandeur nature de ces technologies-là, notamment pour les accès. Ils ont prévu des accès différenciés avec des QR codes, et ces accès différenciés vont permettre, je te donne un exemple, si j'ai un ticket pour une épreuve, je peux rentrer dans cette épreuve à telle heure, tel créneau. En fait, ces technologies d'accès, leur but, c'est à la fois de donner des accès différenciés aux personnes, mais aussi d'interdire ou de circonscrire des accès en fonction de l'identité de la personne. Alors, il faut dire maintenant qu'en matière de cryptographie, ceux qui sont les meilleurs dans ce domaine et qui ont obtenu le marché des JO, c'est Eviden Atos. Eviden, c'est la branche identité numérique du groupe Atos, tenue pendant de longues années par Thierry Breton. Vous savez sans doute que ce même Thierry Breton est aujourd'hui notre commissaire européen au marché intérieur et au numérique. Pour en revenir aux JO, ce qui est particulièrement scandaleux, c'est qu'il y a 3 entreprises qui, donc, dans le cadre des JO, ont obtenu les marchés liés à la vidéosurveillance. Alors, je vais parler de la surcouche logicielle. En fait, il s'agit d'un logiciel qui analyse tout ce qui peut être analysé à partir d'images provenant de la vidéosurveillance. Alors, parmi ces entreprises, on a Chapvision, qui est héritière de l'entreprise Nexa, qui est une entreprise française et qui fabriquait des logiciels d'espionnage, dont le fameux Predator, fabriqué par Neta. Et vous avez aussi Intelexa, qui est une entreprise israélienne. Et ce qui est effrayant, c'est que ce Predator se vante d'être capable d'absorber toutes les données d'un téléphone portable, sans que l'usager se rende compte de quoi que ce soit. Alors, pour faire court, ce logiciel Predator peut voler toutes les données d'un téléphone portable et peut même intercepter toutes les données de navigation Internet à travers votre adresse IP. Et ça, à l'échelle d'un pays. Mais alors là, ce logiciel, il a des capacités, je dois dire, qui dépassent le cadre des lois françaises. Et ce qui fait que Nexa et Intelexa ont préféré créer une succursale à Dubaï qui s'appelle Middle East Advanced System. Et c'est à travers cette succursale qu'ils ont vendu Predator à l'Égypte, à la Libye, au Kazakhstan. Et on sait même que ce logiciel a été utilisé par le régime pour retrouver des opposants politiques. Opposants qui, vous vous en doutez, ont même été emprisonnés, torturés grâce à ce logiciel. Dans ce dossier, la question politique est majeure. Il y a en effet de fortes raisons de penser aujourd'hui que, moins qu'une aide à la vie quotidienne, l'utilisation de cette technologie par les États est désormais et d'abord une question politique. Les décisions prises ces dernières années prennent chaque jour une orientation plus coercitive. Les caméras à l'entrée des villes ou dans les grands magasins, à l'entrée des péages d'autoroute ou dans les halls de gare n'étaient qu'un hors-d'œuvre.
Le législateur s'est engouffré dans une série de mesures et de lois impensables il y a encore quelques années. Si le premier argument présenté est celui de la lutte contre le terrorisme, d'autres arguments viennent un peu plus justifier, viennent légitimer l'omniprésence de la technologie dans la vie quotidienne. Nettoyer Internet des contenus haineux et racistes. Il faut contredire, supprimer et sanctionner toutes les personnes et les propos autres qu'officiellement reconnus en matière de mœurs et de santé publique. L'outil numérique est à double tranchant. À la fois, il a représenté pendant de nombreuses années, pour beaucoup de gens, une sorte de contre-culture, une possibilité d'être une contradiction par rapport à ce qui était dit par les multinationales ou par les pouvoirs économiques et les pouvoirs politiques. Et aujourd'hui, on voit qu'il s'agit pour les pouvoirs politiques de rattraper cette possibilité d'échappement, qu'il faut empêcher absolument que quelque chose soit dit d'alternatif au discours dominant. Pour mettre au pas tout discours divergent, il faut une série de lois et de mesures contraignantes et répétitives. Il y a eu la loi Renseignement 2015, nous l'avons dit, mais pour avoir une meilleure compréhension des choses, un meilleur recul sur l'objectif visé par les politiques, il est nécessaire d'établir un historique des décisions prises par l'État ces 8 derniers mois, approuvées, il faut le rappeler, par les députés français. Le 15 février 2024, l'Assemblée nationale rétablit l'article 4, loi visant à censurer les opinions dissidentes en médecine. Le 17 février, c'est la loi européenne, appuyée par Thierry Breton. Le 6 mars, on vote en première lecture une proposition de loi prévoyant la délation de propos tenus en milieu privé, 1 an de prison et 45 000 € d'amende à la clé. Le 2 avril, enfin, la loi Sren est adoptée par le Sénat. La loi Sren, c'est la création d'un délit d'outrage en ligne. Cet historique montre à lui seul la volonté de l'État, surveiller, contraindre et sanctionner. L'idée, ça va être quoi ? Les 2 grands sujets de l'Union européenne sont la santé et la sûreté de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le DSA est complètement orienté sur ces 2 sujets. C'est-à-dire, dès qu'on va avoir la prochaine crise sanitaire, on va avoir un discours acceptable qui va pouvoir être diffusé sans problème. Et puis tout ce qui n'est pas dans cette doxa, ça va être scruté et on va dire soit c'est du contenu illicite, soit c'est du contenu préjudiciable. Et on va avoir une notion d'information, parce que je pense que c'est ça qui est important, c'est de se dire, bon, la liberté d'expression c'est une chose, et le droit à être informé et à informer c'est encore une autre chose, même si ça se rejoint. On va avoir une tendance à polisser l'information et donc à sanctionner ceux qui ne sont pas dans cette ligne d'information en les modérant, donc en retirant les contenus ou en demandant qu'ils soient repris. Donc ça veut dire qu'en effet, on va avoir une information acceptable en termes de sûreté de l'État, donc c'est quand même très large, et en termes de santé. Et tout ce qui est en dehors de ça, ça va pas passer en fait. Alors au niveau des professionnels, déjà ça va les forcer à faire des modifications dans leurs infrastructures techniques, même peut-être humains, parce que c'est pas toutes les entreprises qui ont la possibilité d'être conformes à la protection des données telle qu'elle est décrite dans le DSA, ou même de prendre en charge la modération, la censure de certains contenus. Ça demande quand même des moyens techniques, ça demande du personnel, ça demande beaucoup de choses. Donc ce que les sociétés déjà vont se prendre dans la tronche, qu'on soit d'accord avec le truc ou pas, c'est qu'elles vont avoir des sous à dépenser. Ensuite, pour les citoyens, là ce qui est nouveau avec le DSA, alors nouveau sans vraiment l'être, mais ce qui apparaît de plus en plus nettement, c'est qu'on s'en prend aux diffuseurs. On s'en prend pas aux citoyens. C'est-à-dire qu'on ne dit pas voilà, tel citoyen a publié ça, on le supprime. Il y a de ça déjà, hein. Mais là, on va plus loin. On dit, tel citoyen pourrait être choqué ou appelé à la haine pour tel contenu, donc on va dire au diffuseur, tu l'enlèves, ce contenu. Si tu ne l'enlèves pas, ce seront des amendes. Et on arrive à un deuxième impact de ce que je décrivais tout à l'heure sur les professionnels,
c'est qu'ils vont avoir à payer éventuellement des amendes. Quand vous parlez des diffuseurs, Jim, vous parlez de qui précisément? Alors, c'est là où c'est vague et c'est là où le DSA est super bien fait, ou mal, mais volontairement mal fait, c'est on a du mal à délimiter qui sont les diffuseurs. Ah oui. C'est-à-dire que ça peut aussi bien être la plateforme, ça peut être aussi bien la société d'hébergement, ça pourrait très bien être le FAI, le fournisseur d'accès Internet. On ne sait pas. Mais vous pensez en tout cas, vous pensez que ce flou, il est recherché, il est volontaire? Ou alors ils savent pas? Moi, j'ai tendance à penser, et on travaille avec quelques avocats pour essayer de distinguer, j'ai tendance à penser que juridiquement, quand vous créez un flou, c'est pas un hasard. Au niveau mondial, la question de l'identification numérique et du contrôle de la société par la technologie fait aujourd'hui consensus. Sur son site internet, le géant électronique français Thales, spécialisé dans l'aérospatial, la défense et la sécurité, dresse une partie de l'historique des décisions déjà réalisées sur la question. Le 19 juin 2017, aux Nations Unies, un consortium d'organisations publiques et privées annonçait un investissement d'1 million de dollars dans l'Alliance ID 2020, marquant un tournant décisif dans, je cite, « les efforts visant à faire de l'identité numérique sécurisée pour tous une réalité d'ici 2030 ». Même réunion l'année suivante. Portefeuille et identité numérique, permis de conduire numérique, reconnaissance faciale, de l'Afrique à l'Asie, de l'Europe aux États-Unis jusqu'en Russie. Des programmes ont été lancés partout sur la planète. Des programmes très avancés comme en Europe où en 2020, déjà, des schémas d'identité numérique étaient interopérables dans 15 pays. Entre juin 2020 et décembre 2021, l'Italie voyait exploser le nombre d'identités numériques délivrées par le dispositif national, passant de 8 à 27 millions. Et en France, en 2021, 32 millions de personnes utilisaient régulièrement France Connect pour s'authentifier et accéder à plus de 900 services en ligne. Mais ce n'est pas tout. Cameroun, Sénégal, Algérie, Équateur, Jordanie, Italie, bien d'autres pays encore. La plupart des programmes lancés par ces pays intègrent désormais la biométrie. Enfin, on ne peut passer sous silence cet élément. Lorsque l'intelligence artificielle rejoint le militaire, cela donne un logiciel et un algorithme de guerre, le Lavender. De quoi s'agit-il ? D'un programme israélien appelé Abzora, évangile en hébreu. Curieux d'avoir donné un tel nom pour un programme dont la finalité est meurtrière. Ce logiciel récupère des renseignements provenant de conversations téléphoniques, de données satellites, d'informations diverses provenant des services de renseignement militaires et civils. On sait maintenant que cette intelligence artificielle a joué un rôle central dans les bombardements sur Gaza ces derniers mois, comme en témoignent par exemple les articles du Guardian. À la fin novembre 2023, les autorités israéliennes ont elles-mêmes avoué avoir frappé des milliers de cibles lors des 35 premiers jours du conflit sur la bande de Gaza. Dans le magazine d'information israélien Plus 972, il est écrit clairement ceci. Pendant les premières semaines de la guerre, l'armée s'est presque totalement appuyée sur Lavender qui avait ciblé environ 37 000 personnes suspectées avec leur domicile pour de potentielles frappes aériennes. On sait aussi qu'un système électronique du nom de Where's Daddy a été utilisé pour cibler des pères de famille qui tentaient de rentrer chez eux. Quand le cynisme rejoint la guerre électronique, l'intelligence artificielle remplit le champ civil, elle remplit maintenant le champ militaire. Sans avoir tout vu de cette réalité, Philippe Kiel a vécu la Chine de l'intérieur. Agent international, travaillant pour des entreprises chinoises, il s'est rendu à plusieurs reprises à Pékin et à Shanghai. Parmi les éléments à l'avoir particulièrement frappé, il y a celui-ci. La surveillance vidéo n'est pas visible au quotidien. Quand on se promène dans la rue, quand on va dans les bureaux, on ne voit pas.
Par contre, ça existe et c'est beaucoup plus intense, j'allais dire beaucoup plus violent que sur notre vieux continent. Je vous donne un exemple. Dans une entreprise qui compte environ 400 salariés, dans chaque bureau, il y a une caméra et il y a une personne qui a ses moniteurs qui regarde ce qui se passe dans chaque bureau. Donc je parle d'entreprise privée. Dans chacun des bureaux, il y a une caméra. Oui. Ça, vous l'avez vu, la caméra, elle est visible. Alors, je ne l'ai pas vu, parce que je n'ai pas cherché la caméra, je ne pensais pas qu'il y avait une surveillance aussi intensive, aussi intrusive, mais ce sont des employés de la société qui m'ont dit « Philippe, fais attention, il y a des caméras dans tous les bureaux ». Fais attention, ça voulait dire quoi? Ça veut dire, on fait pas le clown, on se comporte en bon employé. Alors, je sais pas si ces caméras sont destinées à surveiller, à vérifier que les gens travaillent, mais savoir que nos moindres faits et gestes apparaissent sur un moniteur, ça fait froid dans le dos. Le simple fait de savoir qu'on est devant une caméra, ça bride un peu les mouvements. Et ça fait peur. Est-ce que ça donne, Philippe Kiel, un sentiment, malgré tout, de culpabilité? Non, je dirais que la culpabilité, elle n'était pas de mon côté. Mais parler de culpabilité à des chefs d'entreprise qui ont décidé d'installer des caméras, la personne ne comprendra pas. Lors de mon dernier séjour en Chine, on était dans la queue du Covid. J'ai dû télécharger une appli chinoise, puis remplir un questionnaire sur l'appli d'une appli, ce qu'ils appellent des mini-applis ou des mini-programmes, pour pouvoir générer un QR code qui me permettait d'entrer en Chine. Alors, c'est pas un visa, c'est un QR code sanitaire. Donc, sans cette appli chinoise, je n'aurais pas pu aller en Chine. Et les Chinois qui voyagent, qui viennent en Europe ou aux États-Unis, qui reviennent en Chine, bien évidemment, sont obligés d'utiliser cette appli et de générer ce QR code sans lequel ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine c'est comme ça, on a l'habitude. De toute façon, on n'a pas le choix. Car Pékin veut mettre tout le monde au pas et aller plus loin d'ici 2020. Il y aura de bons et de mauvais citoyens, grâce au rassemblement de centaines de données provenant de banques, sociétés privées et des autorités. Un bon score donne des avantages, un mauvais enlève des droits. Dans ce cinéma, ceux-là sont de mauvais payeurs. Les visages que nous avons dissimulés... La Chine, le modèle à suivre. L'influence de ce gigantesque pays est manifeste. On l'a vu durant le Covid, on a vu notre dépendance face à des groupes chinois. L'influence de la Chine s'étend maintenant jusqu'aux universités françaises. S'il est inquiétant de constater la présence de plus en plus flagrante de la Chine communiste dans les universités, nous venons de le dire, il est plus inquiétant encore de voir son influence dans les affaires intérieures de la France. France China Foundation en est un bel exemple. Qui trouve-t-on au sein même du conseil stratégique de cette association? Des personnalités françaises du monde politique, du monde économique, mais aussi des médias. Parmi eux, le président de la banque Lazare, Bruno Roger, Alésia Lefébure, la directrice adjointe de l'EHESP, l'école des hautes études de la santé publique, Alain Mérieux, l'un des fondateurs de l'IHU de Marseille et milliardaire français. On trouve aussi Hubert Védrine, Édouard Philippe, Laurent Fabius ou Gérard Mestralet, le président de Engie. Pour finir, Alexandre Mérieux, le patron de BioMérieux, a été élu Young Leader par l'association en 2017. Avec une technologie en constante évolution, le numérique qui pourrait servir à développer toutes sortes de choses très utiles au bien commun, comme la liberté d'expression, est contourné pour manifestement la restreindre en s'appuyant sur une dictature, le modèle chinois vanté par nombre de personnalités politiques. Qu'on se souvienne donc des milliers de chaînes internet, des pages Telegram et autres réseaux sociaux supprimés depuis 2020, sans parler des sites internet et autres chaînes de télévision. Il y a maintenant tout un arsenal de dispositions visant non seulement à restreindre, mais à sanctionner durement les opinions divergentes. Il sera impossible désormais de s'exprimer en matière de santé, nous l'avons dit, sans se retrouver sévèrement sanctionné. La Chine, est-ce vraiment ce que nous voulons pour demain ?